D'ailleurs, ils seront disponibles sur la chaîne YouTube, enfin non répertoriés. Et du coup, les liens aussi pour vous être donnés si jamais il y a des gens qui veulent rattraper la formation a posteriori, ce sera possible. Ouais. Il faudra juste revenir vers nous Ouais. en privé ou avec l'adresse Elcoy pour que ce soit plus simple. Donc, je vais partager mon écran. Alors, c'est bien. Enregistre mon projet. Alors, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. On essaiera de les regarder. Mais si on n'arrive pas à les regarder, on les regardera vers la fin ou aux séances de questions. Sinon, Léa, tu me diras si jamais, vu que je présente, s'il y a des Si. questions. Mais peut-être on les fera en séance questions, si jamais il y en a. Euh, voilà. Alors, est-ce que là, vous voyez quoi là actuellement? Toujours la même chose ou... Là, on voit bien le canevas, mais tu as une fenêtre d'audience. T'as une fenêtre qui affiche en mode plein écran, je pense que tu cliques. Ah, ok, d'accord. Ouais, alors, c'est pas ça. Présenter, afficher en plein écran. Ouais, hop là. Là. Voilà, là c'est bien, ouais. Ouais, Mhm. ouais, super. Et s'il y en a qui arrivent ou qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à laisser vos micros fermés lorsque vous n'avez pas de questions. Comme ça, il n'y a pas de bruit un peu, voilà, des bruits qui pourraient gêner la formation. Bah, du coup, Léa, je te Bon, laisse. c'est parfait, on peut commencer. Alors, merci beaucoup d'être venu pour cette formation sur la thématique de l'atténuation, à savoir comment atténuer nos émissions de gaz à effet de serre mondialement. Enfin, c'est pas que comment, mais bon, on verra ça par la suite de la formation. Je veux bien que tu passes la slide. Je te fais un signe, je sais pas comment. Donc cette formation, elle s'inscrit donc dans le cadre de la LCOY, la Local Conference of Youth. L'événement qu'on organise entre les Jack et Climates et puis aussi avec l'aide et le soutien d'autres associations. L'objectif de la LCOY, c'est avant tout de se rencontrer, de se former, donc d'où l'intérêt de cette formation, et de construire ensemble un plaidoyer. Donc cette phase de construction de plaidoyer, elle aura lieu le week-end prochain. D'abord, on va peut-être se présenter pour que ce soit plus pratique pour vous de savoir qui on est, quoi. Donc Florian, vas-y, je te laisse te présenter. Ouais, merci. Donc, moi, je m'appelle Florian. De formation, je suis ingénieur et j'ai un master en géographie. Mais actuellement, j'ai commencé une thèse sur la planification énergétique et climatique locale. Et ça fait quelques années que je suis engagé à essayer de sensibiliser les, les jeunes sur les sujets environnementaux et au sein particulièrement de l'association JAC, donc Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Et pour rappel, en collaboration avec Climate qui co-organise cette Elcueil Local Mm. Conference of Youth. Voilà. Et moi, je suis Léa, je suis étudiante actuellement en école d'ingénieur en agronomie et donc je suis passionnée de nature et j'assis chez les Jack depuis un peu plus d'un an. Et j'ai eu l'occasion de me rendre aux intercessions de la COP en juin dernier pour suivre justement les thèmes atténuation dont on va un petit peu parler dans cette formation. Donc je peux passer. Donc alors dans cette formation, on va aborder plusieurs points. Donc d'abord, on va essayer de définir à la fois ce qu'est l'atténuation et puis les enjeux qui en découlent. Puis on verra la place de l'atténuation dans les négociations climat. Et enfin, on parlera des leviers d'action et des différents débats qui sont liés à cette thématique. Puis on parlera un petit peu de nous en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est notre action et quelle est notre place face à ces débats et notamment du coup dans les négociations climat. Alors, moi, je vais prendre la première partie sur les définitions et les enjeux. Donc, l'atténuation en anglais, ça se dit mitigation.
Je vais reprendre les définitions du GIEC, du GIEC, donc organisme dont on reviendra par la suite pour vous expliquer plus en détail. Donc l'atténuation, en fait, au changement climatique, ça inclut, en fait, ça fait référence à toutes les actions ou activités qui limitent les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et ou qui réduisent leur concentration atmosphérique. Donc ça, c'est une définition du GIEC. Et donc l'atténuation, ça peut comprendre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, GES, par la production et l'utilisation de l'énergie, l'utilisation des terres et les méthodes d'atténuation du réchauffement, comme par exemple le puits de carbone, et d'autres mécanismes dont on ne reviendra pas actuellement, qui sont disponibles aussi dans les rapports du GIEC. Donc, on va faire un petit rappel, puisque voilà, on ne connaît pas l'audience, puis c'est toujours bien de repartir des bases physiques. On va parler de l'effet de serre 2 secondes. L'effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le mécanisme qui conduit à ce qu'un certain nombre de rayons et du coup par la suite de chaleur soient gardés dans notre atmosphère. Comment ça se passe? La lumière du soleil arrive sous rayon UV, est absorbée en partie par euh, les nuages, mais pas que, atteint la surface de la Terre, rebondit, on va dire ça comme ça, et réfléchit sous rayon infrarouge, et les gaz à effet de serre qui sont dans notre atmosphère permettent ce retour en fait vers la surface de la Terre, et du coup toute cette chaleur qui permet actuellement aussi à l'humain de se développer, car il faut savoir que sans effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre serait à -18 degrés, alors qu'aujourd'hui elle est plutôt autour de 15 degrés. Et donc, les gaz à effet de serre, les principaux gaz à effet de serre quand on parle de changement climatique, mais pas que, c'est l'eau, le CO2, donc le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, et tout ça, c'est compté en ce qu'on appelle CO2 équivalent, c'est-à-dire les gaz à effet de serre, en fait, ils n'ont pas la même intensité, voilà, ils ne contribuent pas de la même manière au réchauffement par unité de mesure. Et donc, on a décidé, les scientifiques ont décidé d'avoir un langage commun et de dire CO2 équivalent pour compter toutes les émissions. Et donc, comme on l'a vu, le problème, c'est pas l'effet de serre, mais c'est bien l'effet de serre additionnel, c'est-à-dire le surplus de chaleur dû à nos émissions de gaz à effet de serre. Je sais pas si vous voyez ma souris qui bouge avec le point bleu en même temps. Si vous le voyez, ok, d'accord. Il est arrivé comme ça, je sais pas. Donc, quand on parle d'émissions, on peut se poser la question d'où viennent nos émissions? Alors déjà, elles viennent dans la production et la consommation de l'énergie. Donc on produit l'énergie avec différentes sources pour ensuite la consommer sous diverses formes, pour se transporter, pour chauffer, pour s'éclairer, pour de l'électricité spécifique, pour faire tourner des machines qui vont nous servir par la suite. Toutes sortes de choses pour l'industrie, voilà. On a, donc ça comprend 73% des émissions de gaz à effet de serre à peu près. Ensuite, on a l'agriculture, l'exploitation des terres et les forêts, qui, eux, comprend euh, voilà, l'utilisation, enfin, les activités dans l'agriculture et comment la terre, le sol est utilisé par l'homme ou de manière naturelle. Et ça contribue à 19% des émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, on a des processus industriels et la gestion des déchets qui libèrent en fait des émissions de gaz à effet de serre mais de manière non énergétique. C'est pour ça que c'est pas dans le gros fromage bleu, enfin dans le rouge, pardon, parce que c'est des émissions non énergétiques. Et tout ça, en ordre de grandeur, c'est à peu près plus de 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an, soit à peu près plus de 6 tonnes par humain. Donc maintenant, on va juste revenir sur ce qu'est le GIEC, puisqu'on va vous en parler beaucoup ici. Le but des JAC, on l'a pas dit, mais c'est de former sur des bases scientifiques d'essayer de vulgariser le plus possible ce qui est dit par la science. Donc c'est vraiment ça notre première ligne directrice. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En anglais, ça se dit IPCC, donc Intergovernmental Panel on Climate Change. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un organisme qui a été fondé dans les années 90, un peu avant, par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et en fait, le GIEC, c'est donc des scientifiques, des centaines de scientifiques, avec plusieurs groupes de travail dont on reviendra après, juste après, voilà, plusieurs groupes de travail, un cycle d'évaluation tous les 7 ans sur le changement climatique.
Des rapports spéciaux, voilà, le rapport 1,5 degré, rapport océan et cryosphère, utilisation des terres. Et les scientifiques, en fait, synthétisent l'état des connaissances, mais ne produisent pas en soi des connaissances. Ils synthétisent ce qui est déjà existant. Est-ce que la personne en vidéo qui s'appelle Moana Baraka pourrait bien couper son micro, s'il vous plaît? Merci. Alors, le GIEC, oui, on a dit, il y a 3 groupes pour les cycles d'évaluation tous les 7 ans. Vous avez peut-être entendu parler pendant que ben, Messi est parti au PSG. Il y a eu le premier volet de ces rapports, donc les bases physiques du changement climatique. Donc ça, c'est le groupe 1. Ensuite, le groupe 2, qui est plus associé à l'évaluation des impacts, de la vulnérabilité et de l'adaptation au changement climatique. Et le groupe 3, qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, qui est plutôt focalisé sur l'atténuation au changement climatique. Donc, en quelques chiffres, pour donner une idée de ce que c'est qu'un rapport du GIEC et les groupes de travail, pour un groupe, là, c'est par exemple le groupe 2 pour le rapport en 2022, c'est allez, quelques centaines d'auteurs, donc 300, mais en tout, presque 700 qui ont contribué. Là, il y avait donc les pourcentages entre les hommes et les femmes qui ont contribué en termes de scientifiques. C'est plus de 30 000 papiers scientifiques qui sont regardés et qui sont après synthétisés. Et ensuite, il y a des relectures, des commentaires qui doivent tous être répondus. Voilà, tous jusqu'au dernier. Donc, 62 418 commentaires pour être exact, qui ont dû être répondus pour le rapport du groupe 2. Donc, là, c'était un petit graphique, enfin plutôt gros graphique, qui vous présente rapidement les émissions de CO2 et la température depuis 60 millions d'années avec différentes échelles pour se rendre compte des évolutions. Donc oui, il y a toujours eu des périodes avec plus ou moins de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, une température plus ou moins élevée. Là, ce qu'on voit, c'est que au niveau du CO2 dans l'atmosphère, il n'a pas été tel depuis presque 3 millions d'années. Et la température, à part un pic à ce niveau-là, ben, elle a aussi évolué, elle était beaucoup plus chaude, mais euh, bien plus tôt. Donc ça fait quand même depuis voilà, presque 2-3 millions d'années qu'on n'a pas atteint des émissions et des concentrations dans l'atmosphère qui sont telles. Et les températures de même. Aujourd'hui, la température, elle a évolué de plus 1,2 degré par rapport à 1850-1900. Donc, c'est quand on parle en degrés de réchauffement, c'est toujours par rapport à cette période pré-industrielle. Et aujourd'hui, ben voilà, on est à peu près à 1,2 degré euh, sur Terre. Là, vous avez une figure qui vous montre en fait les différentes variations de température dans le monde. Donc les températures moyennes dans le monde depuis les années 1900. On peut voir qu'avant, elles étaient ben, beaucoup plus froides, avec ce zéro dont j'ai parlé qui est la référence. Et ensuite, qu'on allait vers des années de plus en plus chaudes. Et donc là, on est à peu près là. Et ensuite, ben, les températures futures vont dépendre en fait de nos actions et des différents scénarios qu'on choisit finalement d'emprunter, quoi. Donc, ces émissions de gaz à effet de serre, ça entraîne un réchauffement de la température, enfin une augmentation de la température moyenne, mais ça a aussi beaucoup d'impact. Et donc là, c'est voilà, une petite voilà, une présentation des différents impacts. Donc, c'est issu de la fresque du climat aussi, d'impacts potentiels et déjà présent des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent et donc du changement climatique. Donc ça va donc des choses physiques, l'effet de serre qui augmente, à l'augmentation des températures, et puis ensuite à un certain nombre d'impacts qui sont liés entre les autres, donc l'impact sur les saisons, sur la biodiversité, sur la banquise des glaciers, sur les niveaux de l'eau, sur les canicules, les sécheresses, le cycle de l'eau dans son ensemble. Et tout ça, ben, ça a malheureusement comme conséquence des choses plus graves pour la société, à savoir des maladies, des rendements agricoles qui baissent, des réfugiés climatiques, des famines. Et aussi, tout ça, ça se fait pas dans la joie, dans la bonne humeur. Donc, les conflits armés sont malheureusement inévitables à ces enchaînements d'impact. Les GIEC, quand ils évaluent les impacts du changement climatique, il le fait de la façon suivante. En fait, on a les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et donc de température associée. Et ensuite, on a différents risques
pour la société, pour les écosystèmes, qui sont évalués en fonction de la température moyenne et de ses impacts. Et donc, vous avez dans les rapports du GIEC, surtout le groupe 2, des graphiques de ce type, où pouvoir le risque et les impacts qui soient modérés, élevés ou très élevés, ou indétectables à certains niveaux très bas de réchauffement. Et ici, vous avez le niveau de confidence, donc le niveau de certitude, un peu euh, de, de confiance, en fait, de ces niveaux d'évaluation. Plus beaucoup de graphes pour cette partie, mais là, c'était surtout pour illustrer le fait que ben, dans le monde, en fait, tout le monde n'aimait pas de la même manière. Tout le monde n'aimait pas au même niveau. Et donc, en fait, on a des régions du monde qui émettent beaucoup plus par habitant ou par pays ou par unité de point de PIB que d'autres. Et là, le graphique, enfin, la figure à gauche, pour montrer les émissions de CO2 par habitant dans le monde, donc qui est voilà, inégalement réparti entre les pays. Et à droite, on peut voir un graphique qui n'est pas sur les causes, mais plutôt sur les conséquences du changement climatique, à savoir des conditions de chaleur et d'humidité qui rendent en fait euh, le déplacement à l'air extérieur en fait quasiment impossible. En fait, on a des seuils mortels de chaleur et d'humidité qui font que des personnes ne peuvent plus trop sortir de chez eux à hauteur de quelques centaines de jours par an si on atteint des réchauffements de 4 degrés d'ici à 2100. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions sur un peu les bases physiques avant que, on attaque sur la suite? Prendre des questions dans le chat. Voilà, on a laissé 2-3 minutes pour couper un peu, pour que vous puissiez poser des questions voilà, dès le début, mais si vous voulez les poser à la fin plutôt pour avoir une vue d'ensemble, c'est possible aussi. Non, pas de questions? Ok, on va continuer. Je vais laisser la parole à Léa, mais du coup, juste pour rappeler que là, on a donc des émissions de gaz à effet de serre, une augmentation de température globale et des inégalités. Et donc là, on se rend compte que, ben voilà, problème global, il faut une solution globale ou à grande échelle. Et il faut qu'on se mette d'accord collectivement. Et ben, c'est tout l'enjeu des COP que Léa va vous expliquer plus en détail sur les sujets de l'atténuation. Exactement. Donc, d'un point de vue des négociations internationales, tout commence au sommet de la Terre à Rio en 1992, où pour la première fois, il y a une reconnaissance commune de la culpabilité des activités humaines dans le réchauffement planétaire. Et donc, il y a vraiment un accord qui est passé entre les différents partis présents à ce sommet de la Terre, enfin pays du coup. Enfin, il y a un accord du coup commun de se fixer des objectifs pour diminuer la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et pour ce faire, pour atteindre ces objectifs qui seront fixés, un cadre est mis en place qu'on appelle la CNUC, donc Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et un des articles principaux de cette convention, c'est l'article 2, qui dit que du coup l'objectif, c'est vraiment de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Et donc le but, c'est d'atteindre ce niveau dans un délai qui permet aux écosystèmes de s'adapter naturellement et de ne pas menacer à la fois nos activités alimentaires et notre développement économique. Bon, ça, on peut déjà se poser des questions sur la réalisation, la faisabilité de cet objectif ou pas. Et donc, il y a trois principes fondamentaux pardon, excuse-moi, je te reviens 2 secondes. Il y a trois principes fondamentaux enfin, définis dans la CNUC. Le principe de précaution, le principe de responsabilité commune mais différenciée et le droit au développement. Mais on abordera ça un peu plus tard. Donc l'atténuation, c'est vraiment un sujet qui est à l'origine même des négociations climat et qui a été débattu dans de nombreuses COP, en fait à chaque COP, et qui a donné lieu à un certain nombre d'accords, de mise en place de groupes de travail, d'objectifs, etc. Et donc on va essayer de passer un peu en revue tous ces objectifs, dont là vous voyez un peu un résumé. Tu peux passer.
Alors tout d'abord, le premier vrai accord mondial sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est le protocole de Kyoto. Ce protocole, il est entré en vigueur en 2005 et c'est un processus top-down des émissions, des réductions d'émissions, c'est-à-dire que des objectifs sont fixés aux pays selon leurs émissions et ils doivent atteindre cet objectif-là, sinon ils ont des répercussions juridiques, donc c'est juridiquement contraignant. Donc ce processus, il a eu lieu de 2008 à 2012, puis il s'est ensuite fait reconduire, donc il s'est étendu de 2013 à 2020 par les accords de Doha à la COP 18. Donc l'objectif en moyenne, c'était de diminuer de 5% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'époque pré-industrielle. Euh, euh, et du coup, c'était d'ici 2020, pardon. Mais il n'y avait pas forcément, enfin, les pays étaient libres de répondre à cet objectif de la manière dont ils voulaient, selon le calendrier qu'ils veulent. Il n'y avait pas d'obligation de résultats à mi-parcours, etc. C'était juste en 2020, il faut que, en moyenne, du coup, les pays aient diminué de 5%, mais ça dépendait des émissions de chaque pays. Donc, par exemple, l'Union européenne, elle devait diminuer de 8%. Et donc, cet objectif de diminution, il était attribué uniquement à certains pays, donc les pays qui étaient dans l'annexe 1 de ce protocole, c'est-à-dire les pays qui étaient déjà développés et qui étaient du coup considérés comme plus responsables du réchauffement climatique que les pays en développement ou non développés, entre guillemets. C'est vraiment pas le bon terme, mais voilà. Et donc ça, c'est le principe de responsabilité commune mais différenciée, c'est-à-dire que les pollueurs historiques doivent répondre en premier, enfin, doivent prendre enfin, la responsabilité, enfin une responsabilité plus grande que les pays en développement vis-à-vis du changement climatique. Euh, et donc, voilà. Le problème de ce protocole, c'est que même si l'objectif il a été atteint, les émissions mondiales, elles ont quand même continué à augmenter parce que c'est un protocole qui ne concerne pas tous les pays. Donc déjà, il concerne que les gros émetteurs et les pays en développement. Donc c'est-à-dire que la Chine, enfin développée, pardon. Donc la Chine, qui est un pays en développement, par exemple, n'était pas pris en compte dans ses objectifs de réduction d'émissions. Et de plus, le cadre contraignant a entraîné certains pays à ne pas vouloir signer le protocole et donc à ne pas s'engager pour les objectifs visés. Donc c'est le cas par exemple des États-Unis qui n'ont pas voulu ratifier le protocole de Kyoto. Donc finalement, l'action, même si elle a fonctionné à son échelle et vis-à-vis de ses objectifs, bah, les ambitions n'étaient pas assez grandes, l'échelle n'était pas assez globale, et donc le fait que tous les pays ne participent pas et que le CRAD soit contraignant, donc que certains pays n'aient pas envie de participer, et bah, ça fait que, enfin, finalement, les objectifs n'étaient, enfin, même s'ils ont été atteints, n'étaient pas suffisants pour vraiment avoir un impact sur l'ampleur de la crise climatique. Tu peux passer. Donc en 2015, il y a un autre accord qui a un peu pris le relais du protocole de Kyoto, qui est l'accord de Paris, qui a pour but aussi d'opérationnaliser du coup l'atténuation du changement climatique. Donc l'objectif des accords de Paris, c'est de maintenir un réchauffement global sous les 2 degrés, voire sous les 1,5 degrés en 2100. Cet accord, contrairement à l'accord de Kyoto, enfin au protocole de Kyoto, il est adopté au niveau mondial, donc il ne concerne pas uniquement les pays de l'annexe 1, donc les pollueurs historiques, les pays développés. Il concerne absolument tous les pays. Il n'est pas contraignant, donc il n'y a pas en fait finalement d'obligation. Enfin, les pays ne sont pas forcés de respecter l'objectif, même s'ils s'y engagent en signant l'accord. Et c'est un accord qui est plus flexible et qui a une approche qui est bottom-up, donc ascendante. Les pays eux-mêmes fixent en fait leurs objectifs, leur calendrier, en essayant d'avoir du coup des trajectoires compatibles avec l'objectif fixé à 1,5 degré en 2100, pour maximum bien sûr de réchauffement. Cet objectif de 1,5 degré, c'est un seuil qui est assez important et c'est la première fois en fait qu'il a été fixé parce qu'on parlait déjà avant du seuil des 2 degrés, mais du coup, l'accord de Paris a cet objectif un peu plus ambitieux. Et c'est assez important parce qu'on se rend compte qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, en fait, il y a une énorme différence d'un point de vue des répercussions physiques et des conséquences. Donc, notamment, alors j'ai un problème à lire.
Notamment les sécheresses, par exemple, qui sont multipliées par 2,4 contre une multiplication que par 2 à 1,5 degré, même une élévation des températures de 2,5 degrés pour les jours les plus chauds contre 1,9 degré euh, pour un réchauffement global de 1,5 degré. Ça fait beaucoup de degrés là. Je sais pas si vous avez suivi. Vous pouvez voir sur le dessin, enfin sur le schéma. Et donc, il y a en fait de nombreuses conséquences qui sont vraiment bien plus amplifiées avec juste un demi-degré d'écart. Il y a vraiment en fait chaque dixième de degré compte, bah, notamment enfin, donc, dans les aléas climatiques, mais aussi vis-à-vis de l'impact que ça a sur les écosystèmes. En fait, donc il y a une augmentation de la fréquence des aléas climatiques et ça va avoir une répercussion donc à la fois donc sur bah, l'état de réchauffement, les sécheresses, la pluie, mais du coup, en fait, directement sur les écosystèmes. Par exemple, le GIEC, du coup, estime qu'à plus 1,5 degré, il y aurait une disparition de 70 à 90% des coraux. Mais à 2 degrés, en fait, ce serait supérieur à 99%. C'est pas degré, mais pourcent. Donc, on se rend compte que en fait, chaque demi-degré peut permettre de sauver des écosystèmes entiers. Voilà. Également, ce seuil, il est important parce que là, dans ce schéma, on voit, c'est des moyennes en fait. Mais en fait, enfin, les jours les plus chauds, ils vont pas augmenter seulement de plus 1,5 degré dans certains pays, ça va être beaucoup plus parce qu'il y a une égale répartition en fait de la fréquence des aléas climatiques. Il y a des pays qui seront beaucoup plus touchés et souvent c'est les pays les plus pauvres et les plus vulnérables, donc c'est important d'atténuer nos émissions. Pour atteindre du coup cet objectif des 1,5 degrés, l'accord de Paris met en place un mécanisme qui se fonde sur des contributions déterminées au niveau national. Donc c'est justement ce principe bottom-up des pays qui vont eux-mêmes décider de leurs objectifs et du calendrier qu'ils veulent mettre en place pour atteindre une ambition mondiale à, à moins de 1,5 degré de réchauffement. Donc, ces contributions nationales déterminées, ils sont communiqués tous les 5 ans et doivent à chaque fois être de plus en plus ambitieux. Et ils sont révisés à l'issue des 5 ans. Et enfin, un bilan est dressé de ce qui a été fait, les écarts entre les contributions nationales et les objectifs. Et donc pour faire un peu un bilan de tout ça. Et ce bilan a eu lieu donc à la COP 28, à la dernière COP. Donc ça indique, donc ces contributions, je sais pas si c'est très clair, Florian, je pense que. Mais en gros, du coup, ça indique les actions que chaque partie décide d'entreprendre du coup pour contribuer à l'effort commun. Je peux ajouter un tout petit truc? Ouais, bien sûr, vas-y. Mini truc. Ouais, ce qui est important, et ce dont on n'a pas parlé, mais dont on viendra juste après, on a dit limiter les émissions à 2 degrés, faire tous les efforts pour atteindre 1,5 degré, donc c'est l'accord de Paris. Mais en fait, ça, on n'y arrive que en ayant un bilan net de zéro émission de gaz à effet de serre. Donc c'est l'objectif pour 2050, Mm. voilà, des projections. Et l'objectif, c'est d'atteindre cette neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire émettre autant et capturer ou séquestrer, enfin, émettre autant que ce qu'on est capable, ce que la nature est capable de séquestrer ou ce que éventuellement on est capable d'absorber avec des moyens technologiques, mais ça, on y reviendra plus par la suite. Donc, c'est vraiment l'objectif de neutralité carbone. Et c'est vraiment pour ça qu'on atténue les émissions pour pouvoir atteindre cet objectif qui, du coup, demande des émissions très, très, très faibles Mm, par mm. rapport à aujourd'hui. Et surtout que on fixe cette limite à 1,5 degré, mais en fait, c'est pas une réalité physique. Le 1,5 degré, c'est pas une limite au-delà duquel, en fait, c'est politique. Donc, en fait, c'est même, il faudrait pas atteindre les 1,5 degrés, il faudrait juste limiter au maximum chaque dixième de degré là, on est à 1,2 du coup, mais en fait, si on pouvait s'arrêter à 1,3, ce serait tout aussi bien, quoi. Alors, pourquoi c'est alors attends, je vois le PowerPoint hyper zoomé, moi. Je sais pas si. Ah non, c'est bon. Ok. Donc, comme je disais, ces contributions déterminées au niveau national, elles sont du coup,
elle donne les ambitions des pays et on en fait un bilan tous les 5 ans. Donc là, le dernier bilan, c'était le premier bilan en fait mondial, c'était à la COP 28. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a beaucoup entendu parler de cette COP, notamment en critiquant aussi sa localisation, parce que un point de vue d'une COP qui faisait le bilan justement des capacités d'atténuation, enfin des objectifs d'atténuation, c'était un peu controversé. Mais donc cette COP a en fait a révélé que en fait avec les les CDN actuels, l'écart avec les trajectoires étudiées par le GIEC, il est pas du tout, enfin on n'arrive pas du tout en fait au niveau d'ambition qu'il faudrait pour arriver à respecter les accords de Paris, et donc qu'il faudrait vraiment des CDN beaucoup plus ambitieux pour pouvoir répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Tu peux passer. Donc là, actuellement, donc les CDM qui ont été révisés en décembre dernier, on a vu, enfin, a été montré qu'il y a un écart avec les trajectoires de réchauffement qu'il faudrait pour limiter le réchauffement climatique à 1,5, qui est assez conséquent, qui fait que notre budget carbone en fait serait épuisé si on reste sur cette trajectoire-là en 2032, donc bah, très bientôt. Et on estimerait qu'avec du coup les trajectoires avec des indices actuels, il y aurait un pic de température qui serait atteint en fait à 2,1 voire à 2,8 degrés, ce qui veut dire qu'on dépasse même le seuil en fait des 2 degrés qui était un peu la limite absolue à pas dépasser fixée par l'accord de Paris. Tu Et peux passer juste à là, la c'était avec les CDN qui étaient envoyés jusqu'au 25 septembre. Donc depuis la révision, c'est vrai que peut-être il y a eu des Mm, améliorations si elles ont été révisées en décembre. Mais par contre, on était encore avant la COP 28 à des ambitions vraiment, vraiment trop faibles avec le budget carbone pour 1,5 degré. Et puis en 2032, donc 2032, c'est demain, quoi. Donc, mm, mm. voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir des contributions beaucoup, beaucoup plus ambitieuses. Je viens de voir ta question, Lucie, du coup, elle demande pourquoi on a attendu 7 ans pour les réviser. C'est parce que il y a eu en fait 2 ans de battement pour la mise en place en fait, enfin, il y a eu déjà une année de battement pour expliquer le concept des NDCs et ce qu'on allait mettre dedans. Et après, il y a eu aussi, il me semble, un prolongement à cause de l'année Covid qui a créé une latence qui explique qu'il y a eu 7 ans, mais après on repart sur des cycles de 5 ans. Du coup, au-delà de ces contributions déterminées à l'échelle nationale, donc nationale déterminée, il y a un autre levier d'action concernant l'atténuation qui est discuté dans les négociations climat, c'est le Mitigation Work Programme. Donc ça a été mis en place à la COP26 et ça a pour objectif de renforcer l'ambition et la mise en œuvre de l'atténuation pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Donc ce Mitigation Work Programme, hem, il s'appuie, donc à la fois il est discuté en négociation à la COP et aux intersessions des COP, donc en juin, mais il repose aussi sur des dialogues qui ont lieu en dehors des COP. Et par exemple, là, cette année, il y a eu un dialogue sur les villes, les bâtiments et les systèmes urbains. Donc c'est des dialogues plus thématiques et plus techniques qui visent à essayer d'informer les pays sur les manières dont ils pourraient atténuer leurs émissions. Et donc ce Mitigation Work Programme, c'est en fait l'item de négociation. C'est vraiment ce groupe de travail qui se réunit aux COP et aux intersessions des COP pour parler d'atténuation. Il est censé durer de 2023 du coup à 2026. Et le but, c'est de s'accorder sur des stratégies d'atténuation qu'on pourrait mettre en place et que les pays pourraient mettre en place. Malheureusement, donc tu peux passer à la slide d'après. Ce Mitigation Work Programme, pour l'instant, il est pas très efficace dans le sens où il y a énormément d'inertie et en fait une très grande polarisation des débats dans la salle qui bloque en fait les débats en permanence parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques derrière l'atténuation et d'enjeux économiques. En fait, aux intersessions dernières, donc en juin, je sais pas si c'est très clair, intercession et COP pour tout le monde, je sais pas si vous étiez là tous à la formation de ce matin, et du coup il y a des COP tous les ans en décembre.
à peu près. Et il y a les intersessions des COP, donc c'est des réunions des partis, mais en juin, qui est une réunion des organes subsidiaires de la CNUC, donc qui est censée être plus technique et préparer la COP d'après. Donc les SB60, c'était les intersessions de juin dernier. Et donc, dans le groupe de travail pour l'atténuation, il y a eu énormément de blocages entre des groupes de pays qui sont plutôt progressistes, qui souhaitent l'intégration de messages politiques forts sur l'urgence climatique, qui veulent des recommandations claires, des solutions pour accélérer la mise en œuvre de l'atténuation, qui veulent des chiffres, qui veulent un peu, ouais, des objectifs quantifiés en fait. Parce que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment quantifié vis-à-vis des pays. Mais ces groupes progressistes, ils sont en opposition avec d'autres groupes, donc notamment le groupe LMDC et le groupe arabe, des pays arabes, qui s'opposent à ça, parce qu'ils ont aussi des intérêts. Oui, LMDC, j'ai plus du tout le cycle COP. Tu l'as ou pas la signification? Ah, Like-minded developing countries. Donc c'est les pays en développement. Voilà, j'ai le cycle complet. Like-minded group of developing countries. Et donc les pays en développement, par exemple, la Chine fait partie de ce groupe-là. Donc, pour un exemple de pays en développement souvent cité parce que ça pose des questions sur la définition aussi de pays en développement. Euh, et donc, ces groupes-là, en fait, ils bloquent systématiquement les débats, mais pour des problématiques, enfin, en fait, en jouant sur la manière même dont les négociations, enfin, se sont faites, en fait, c'est-à-dire des blocages par refus de débattre ou par euh, enfin, suspension des sessions, etc. Inf, refus du inf, c'est ouais, bon, ça, c'est un peu plus, enfin, c'est en gros, il y a différents degrés de dialogue dans les négociations internationales. Il y a les dialogues qui se passent en salle de négociation, où il y a où tous les partis échangent entre eux, et il y a des facilitateurs qui vont dresser des rapports de ce qui sont dit pour proposer des textes qui sont ensuite validés. Il y a d'autres types de négociations qui sont moins formelles, donc les INF et les INF-INF, donc c'est les informal consultation, qui se passent plutôt en fait, enfin qui sont, donc il n'y a pas de prise de notes de ces dialogues-là, et du coup ça permet aux pays de parler de manière plus libre que quand ils sont sous l'observation en fait de la salle de négociation qui fait quand même peser plus de poids sur leurs paroles. Du coup, quand ils sont en inf-inf, c'est pas accessible au public. Les pays peuvent parler sans demander la parole, donc juste en, en bilatéral, quoi. Et donc, ouais, mais t'as bien fait de demander, Gaëtan, parce que je sais pas si c'est clair. Du coup, en gros, quand il passe en informal consultation, c'est qu'il parle juste en tête à tête, c'est pas noté, il n'y a pas de spectateurs, et du coup, ça leur permet de normalement débloquer les débats. Sauf que s'il y a des pays qui décident qu'ils n'ont pas envie de parler avec les autres, bon, bah, on ne parle pas, et du coup, ça débloque pas les débats, et on peut rester en salle des négociations des heures, parce que il y a juste aucune place pour un quelconque dialogue. Donc, le résultat de ces intercessions, c'est qu'il n'y a eu aucun texte qui a été adopté et que l'item a été reporté à la COP 29. J'ai marqué 28, mais c'est 29. Et donc, que ça va être sûrement un enjeu de la COP 29, ce Mitigation Work Programme, à savoir est-ce qu'on le poursuit ou est-ce qu'on arrive enfin à débloquer les débats. Ça sera une question à se poser. Donc, comme je viens de le dire, les enjeux sur le maintien du Mitigation Work Programme, mais aussi du coup la nouvelle présentation de NDCs qui vont devoir être ambitieux parce que du coup, comme le bilan mondial a eu lieu à la COP 28, là, il est temps que les pays reproposent, enfin, et redéfinissent leurs objectifs. Donc ça va être aussi un enjeu, pousser les pays à avoir un maximum, enfin, des objectifs les plus ambitieux possibles. Et il y a également une question sur ce qu'on fait du bilan mondial, parce qu'après avoir dressé les objectifs qui ont été pris par les parties lors du précédent cycle de NDCs et d'avoir évalué un petit peu les réussites et les échecs, bah, qu'est-ce qu'on fait en fait de ces résultats-là? Est-ce qu'on demande qu'ils soient pris en compte dans les NDCs prochains ou pas? Est-ce qu'on devrait en débattre dans le Mitigation Work Programme ou pas? Voilà, ça, c'est aussi des questions
plus d'ordre, enfin parfois un peu logistique entre guillemets, mais qui vont être sûrement débattus aussi à la COP29. Enfin, au-delà du coup, des négociations en tant que telles, il y a, une importance de la finance de l'atténuation qui relève également, d'enjeux, politiques. En 2009, par exemple, a été, créé le Fonds vert pour le climat. C'est, une des plus grosses actions, pour, le financement climatique, qu'il y ait eu. Donc l'objectif, c'était de mobiliser 100 milliards de dollars par an, d'ici 2020. C'est et que cet argent, en fait, soit dédié à l'atténuation et à l'adaptation, des pays au changement climatique, en priorité, pour permettre, en fait, aux pays en développement, du coup, les plus vulnérables au changement climatique, de s'adapter et d'atténuer, leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc pour vérifier, si, ces fonds ont bien été, heu, alloués aux pays en développement, il y a l'OCDE, qui a été, chargé, de suivre la réalisation, de ces objectifs. Donc pareil, OCDE, j'ai pas du tout mis à quoi correspondait le sigle. Organisation de coopération et de développement économique. Heu et donc l'OCDE a dressé un bilan et donc même si l'objectif, donc d'après l'OCDE, n'a pas été atteint en 2020 comme convenu, il a été atteint ultérieurement en 2022 et a même été dépassé. Donc en 2022, les pays développés ont fourni et mobilisé un total de 115, 9 de dollars de financement climatique. On pourrait se dire que, c'est super, parce qu'il y a des fonds qui sont alloués, pour le climat et pour l'atténuation, ce qui est déjà une vraie avancée, par rapport à une absence totale de fonds. Mais en fait, qui est pas si simple que ça. En effet, tu peux passer si tu veux. En effet, il y a différents problèmes vis-à-vis, du financement de l'atténuation. On dénote 4 catégories, à mon sens, de problèmes. Il y a déjà le montant, c'est-à-dire que 100 milliards de dollars, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est dur de quantifier, les besoins des pays en développement qui ne font que, croître et en fait, qui sont, dans les prédictions souvent, bien supérieurs à 100 milliards de dollars, même si effectivement enfin, les calculs varient énormément, selon, ce qu'on prend en compte, heu et qu'on considère comme un besoin pour les pays en développement. Il y a aussi la forme, des financements, parce que certes, il y a 100 milliards de dollars qui ont été, mis, enfin à disposition des pays en développement, mais en fait, sous quelle forme? C'est-à-dire, c'est pas juste on donne de l'argent aux pays en développement. En fait, il y a qu'un quart, des financements qui sont des subventions. Le reste, c'était essentiellement des prêts qui sont parfois même moins intéressants que, les prêts qu'ils peuvent faire, juste sur le marché, de la finance. Donc ça pose des questions en fait, parfois on comptabilise comme un apport financier, quelque chose qui en fait, donne crée de la dépendance, des pays en développement, vis-à-vis des pays, développés. Heu et il y a également je comprends pas pourquoi ça me zoome dessus des fois. La question de la provenance des fonds. Et ça, c'est un peu compliqué d'avoir, de la transparence et de la visibilité, là-dessus, notamment, sur les financements, est-ce qu'ils sont publics, privés, quel pays contribue à quelle, échelle et cetera. Et il y a aussi la question de la répartition, donc au sein, géographiquement, donc à quel pays on alloue, quel, montant, mais aussi au sein des thématiques. Donc il y a là, dans ce fonds-là, il y avait 59 qui a été dédié à l'atténuation et 33 à l'adaptation. Ça pose aussi question, est-ce il faudrait plus pour l'un, pour l'autre, comment on répartit ça? Et donc en fait, il y a des rapports, d'ONG, ou d'associations qui ont été, faits et qui montrent qu'en fait, finalement, ce que dit, heu, l'OCDE est pas forcément, en fait, réalisé dans les faits et que, on a, en fait, très peu de visibilité, finalement, sur, ce fonds, climat, ce qu'il est devenu et à quel point, en fait, il a vraiment, fonctionné. Donc là, c'est pour ça que je vous ai mis un petit récapitulatif d'un extrait du rapport, de 2023 de Oxfam qui parle justement, de, ce qui a été les engagements qui avaient été pris par les pays et finalement, qu'est-ce que ça signifie, dans la réalité, de ce qui s'est fait. Mais en tout cas, beaucoup d'ONG alertent sur, le fait qu'il y a aussi, une une forte possibilité de magouillage, de comptabilité, qui en fait, rendent assez difficile, d'estimer,
enfin, ce qui nous empêche d'estimer facilement en fait l'efficacité de ce fonds, euh, mais qui est pourtant essentiel pour les pays en développement. Je peux passer du coup. Du coup, voilà. La finance aussi, je pense, enfin, ça sera un item indispensable à la prochaine COP. Ce sera très intéressant. Alors, je crois qu'il y a une question. Euh, Est-ce que tu peux expliquer ce que signifie la répartition de 50% pour l'atténuation et 30% pour l'adaptation? En fait, l'objectif total, ils n'avaient pas du tout déterminé au départ si c'était, enfin, si on devait faire 50-50 adaptation, atténuation ou pas. Ils avaient juste dit on, on se fixe 100 milliards de dollars par an qui doivent être dédiés à l'adaptation ou à l'atténuation. Et donc, le bilan qui a été dressé en 2023 sur du coup la répartition de cet argent a estimé que au total, il y a eu 59% de l'argent de ce fonds qui a été dédié à des projets qui visent à atténuer les effets du changement climatique, contre 33% pour l'adaptation. Est-ce que c'est clair ou je sais pas si ça répond à ta question? Ok, super. N'hésitez pas à prendre la parole hein, aussi hein, si vous avez des questions, parce que c'est déstabilisant de parler à un écran. En fait, j'ai une question. Mhm, En fait, est-ce que vous pouvez récapituler un peu par rapport au protocole de Kyoto? Parce que en fait, mhm. j'ai pas trop compris. Ouais, si c'est possible. Ouais. Alors le protocole de Kyoto, du coup, c'était un protocole qui a été mis en place. Ah bah, peut-être l'Afrique, c'est pas mal, ouais. C'est un protocole mis en place à la COP3, donc en 1997. Et donc, c'était en fait une proposition d'accord entre les pays. Donc, les pays sont toujours libres d'adhérer ou pas à cet accord. Et donc, l'objectif de cet accord, c'était de se dire bon, bah, euh, les pays en développement, on s'engage à réduire nos émissions de tel pourcentage selon nos émissions historiques. Enfin, il y avait des calculs qui ont été faits, mais du coup, en moyenne, tous les pays développés devaient baisser leurs émissions de 5%. Et s'ils répondaient pas à ces objectifs, ils avaient des sanctions. Donc, je n'ai pas trop le détail des sanctions qui pouvaient encourir si on respectait pas les objectifs, mais voilà. Et donc, les pays pouvaient adhérer ou non à ce protocole pour, en fait, un peu... c'est vraiment une ambition collective d'atteindre des objectifs de diminution d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce protocole, enfin, maintenant, il est clos, mais il a été, du coup, poursuivi d'une certaine manière, enfin, par les accords de Paris. Est-ce que c'est plus clair ou est-ce que tu as d'autres questions? Non, bah, c'est bon. Merci. N'hésite pas, hein. Ouais, t'inquiète. Florian aussi, si tu veux compléter ou si tu penses qu'il y a des choses Ouais, que ouais, j'ai non, oubliées. c'est bon. C'est- C'était clair pour moi. Et donc, ah oui, pour les NDCs, juste Mm. petit truc, en France, en fait, notre NDCs à nous, c'est la stratégie nationale bas carbone. Donc vraiment, et qui est en lien avec un autre truc lié à l'énergie qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sont deux grandes stratégies nationales qui sont inscrites dans diverses lois, la loi énergie-climat, la loi énergie-résilience, la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Et en fait, notre SNBC, donc Stratégie nationale bas carbone, elle est révisée aussi. Et donc, c'est ça aussi la révision de notre en fait, contribution nationale déterminée. En France, on est à la SNBC 2 et PPE 2, donc les deux stratégies que vous avez citées. Et là, on est en train de réviser la troisième stratégie nationale bas carbone et la troisième stratégie pluriannuelle de l'énergie, qui sont deux documents stratégiques pour la France, dont le Haut Conseil pour le climat ben, voilà, a rappelé au gouvernement qu'il fallait vraiment que ces schémas soient faits et conclus très rapidement pour laisser de la visibilité sur le long terme, quoi. Et donc nous, on Mm. est guidé en fait en France, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, on négocie pas en tant que France, on négocie en tant que Europe au sein des COP. Et vraiment, en fait, l'Union européenne, ça a un impact énorme sur nous parce qu'en fait, on doit respecter les directives européennes. Donc la SNBC 3, elle va devoir rehausser les objectifs pour être compatible avec ce que la Commission européenne va demander au Parlement européen et à d'autres organismes européens de ratifier et de voter. Donc, c'est-à-dire pour l'atténuation, aujourd'hui, on doit avoir moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Mm. Et cet objectif, il est inscrit dans la SNBC 2.
et il est rehaussé à l'échelle européenne à moins 55%. Et du coup, normalement, la SNBC 3 va inclure cet objectif de moins 55% de réduction d'objectifs, d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est déjà dans les objectifs d'un certain nombre de plans régionaux et locaux, voilà, pour essayer de prendre les devants. Mais en tout cas, c'est ce qui va suivre. Et donc, il y a des objectifs à 2030, à 2050. Mais à 2050, ce qu'on vous a dit, c'est l'objectif, c'est la neutralité carbone. Donc, voilà. En fait, moi, j'ai une question parce qu'en fait, je comprends pas trop par rapport au seuil du 1,5 degré Celsius. En fait, pourquoi ils ont mis, pourquoi, en fait, ils ont vraiment précisé les pays pauvres et les pays les plus vulnérables, en fait. Je n'ai pas trop compris. Euh, Ça, c'était juste pour dire que ce seuil, enfin, il a des conséquences globales qui sont d'ailleurs détaillées du coup dans le schéma qui est sur la slide, mais que on parle souvent en moyenne de réchauffement, en moyenne de sécheresse, d'augmentation des aléas climatiques. Mais en fait, il y a quand même il faut prendre en compte les écarts types, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont être en dessous de la moyenne et d'autres pays qui, au contraire, vont être très au-dessus de la moyenne. Et souvent, les pays qui sont très au-dessus de la moyenne, donc qui seront plus touchés en fait que les autres par le réchauffement climatique, c'est souvent les pays les plus vulnérables. Et cette vulnérabilité est souvent liée aussi à la richesse du pays parce qu'un pays plus pauvre a moins de manières de s'adapter et donc il est plus vulnérable. Est-ce que ça Parce reste que, en fait, est-ce que les pays pauvres, ils polluent? bah, ils polluent. Enfin, là, ça y est, la question de responsabilité commune mais différenciée. C'est-à-dire qu'on a tous une responsabilité, entre guillemets, dans le réchauffement climatique, mais elle est différenciée selon déjà l'historique du pays. Forcément, les pays développés en Europe occidentaux sont beaucoup plus émetteurs depuis beaucoup plus longtemps que des pays en développement, enfin, anciennement appelés les pays du Sud. Du coup, la responsabilité est commune, mais effectivement, il y a des différences non seulement dans la responsabilité, mais aussi dans les conséquences, les personnes qui vont être touchées. C'est justement ce que Florian avait montré en comparant ces deux cartes d'émissions et de vulnérabilité. Voilà. Merci. De rien. Oui, Titouan. Ouais, moi, c'est une question pour Florian. Est-ce que tu peux juste redonner le nom de la stratégie énergétique de la France? Alors, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et ça marche. Donc, la PPE. Et donc, la PPE, la SNBC, ça peut être d'autres stratégies, mais c'est les deux grands qui déterminent voilà, les orientations de la France avec des budgets carbone et du coup, des objectifs associés à ces budgets carbone en termes énergétiques et climatiques. Et il y a un budget Et après, carbone ouais, dans vas-y. il y a un budget carbone qui est indiqué au sein de la PPE ou la PPE irrigue le budget carbone de la SNBC? En fait, c'est la SNBC qui fixe les budgets carbone. Et Ouais, c'est après, ça. la PPE, c'est vraiment lié à l'énergie, la production et la consommation d'énergie. Alors, il parle d'émissions de gaz à effet de serre aussi, mais c'est vraiment, enfin, par exemple, pour le bilan, enfin, les budgets carbone, c'est par exemple 2024, 2028, 2029, 2033, etc. Des budgets de Mhm. 4 ans. Et du coup, il va y avoir des objectifs à 2028, à 2024, etc. pour l'énergie, en plus de se fixer à 2030 et 2050. Donc la PPE, elle va juste ajuster la production et la demande énergétique avec la stratégie nationale bas carbone. Et du Ok, coup, ces deux plans, ils doivent être cohérents entre eux. Mais voilà. Ouais. ok, d'accord. Et dernière question, la SNBC 3, elle est prévue pour sortir quand? Je crois qu'elle devait sortir en fin 2023, mais je suis plus sûr de moi. Faut regarder, ou début 2024. En tout cas, elle a pris du retard. Voilà, si vous voulez voir, et vous pouvez regarder sur Internet, il doit y avoir le calendrier. Ou alors vous regardez un des rapports du Haut Conseil pour le climat qui fait des rapports super intéressants, bien faits, etc. Et là-dedans, il rappelait le retard de ces plans stratégiques. Ok, Donc top, merci beaucoup. voilà, de rien. Alors il y a Lucille qui a une question, peut-être c'est plus pour toi ça, Léa, dans le chat.
J'ai noté que le protocole de Kyoto, les pays devaient atteindre cet objectif de 2008. Je vais le répéter à voix haute. Donc j'ai noté que pour le protocole de Kyoto, les pays devaient atteindre cet objectif de 2008 à 2012, puis de 2013 à 2020. Pourquoi si tardivement par rapport à la COP3 de 1997? Bah, en fait, il y a toujours des très grands délais en fait dans les négociations internationales, surtout pour enfin, en fait, des accords aussi importants. Donc j'ai pas le détail exact de ce qu'ils ont fait entre 1997 et 2008, mais en fait, quand a été décidé qu'on mettait en place le protocole de Kyoto, ils ont pas décidé de toutes les nuances et de toutes les enfin, de comment, en fait, ce serait mis en place. Du coup, il y a quand même toujours un délai, en fait, de de mise en application, parce qu'en gros, ils se sont dit, en 1997: «On va mettre en place un protocole qu'on appellera le protocole de Kyoto, qui visera à réduire nos émissions de gaz à effet de serre». Et c'est après, en fait, sur les années d'après que, il y a un cadre législatif qui est mis en place, surtout que là, c'est du coup un protocole qui est juridiquement contraignant. Il y a aussi tout le temps d'essayer de convaincre les pays qui ont pas envie de se rallier enfin, qui, se sont pas ralliés au protocole, de venir se rallier au protocole. Du coup, je pense que c'est expliqué par, cette latence, de négociation et d'administratif et de juridique. Mais à redemander, peut-être, le week-end prochain, s'il y a une spécialiste des négociations, qui vient. Ouais. Et aussi, par exemple, on a parlé du million mondial et on vous a dit en 2023, il a été fait. Du coup, vous pouvez vous poser la question, accord de Paris, bilan mondial, 5 ans, pourquoi c'est en 2023 et pas en 2020? Bon, en Mmh. 2020, déjà, la COP, elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mmh mh. Mais c'est parce qu'en fait, il y a eu 3 ans avant le début de la mise en application de l'accord de Paris. Et donc, en fait, il y a ce délai. Et Mmh. pareil aussi, si vous ne vous retrouvez pas avec les dates, c'est parce qu'il manque un an avec 2020. Donc, il y a plein de trucs comme ça, entre les abréviations, entre les dates, leur mise en application, qui peut un peu faire que le truc devient hyper complexe. Et c'est pour ça Mmh. qu'on est là aussi, c'est pour essayer de donner des informations là-dessus. Mais OK. voilà un peu pour les temporalités des négos, quoi. Et puis peut-être on avait des objectifs moins ambitieux en termes de temps. Parce que Mmh. voilà, c'était avant et parce que les gens étaient peut-être moins conscients ou à l'échelle internationale ou voilà. Donc il peut y avoir ça aussi qui fait qu'on s'est dit un temps plus long, on a le temps, 5% pour certains pays, voilà. Et en fait, c'est compliqué aussi à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de lenteur parce qu'il y a aussi, des très grandes différences selon les pays de politique, de connaissances, de capacités aussi, de moyens. Enfin, tous les pays ont pas les mêmes moyens, à mettre dans, justement, les négociations internationales et la mise en place de ce type de protocole. Enfin, en fait, ça demande aussi, d'avoir de la main-d'œuvre, de qualifiés, enfin, des gens qualifiés pour se dédier à ça, donc ça peut créer des très gros décalages selon les pays, voilà. Donc le temps est souvent beaucoup plus lent sur les négociations que ce qu'on aimerait et de ce qui paraît très logique. Pourquoi on continue de travailler sous le protocole de Kyoto lors des COP? On en parlait ce matin. Et bah ça, c'est une très bonne question, que je me pose aussi et il me semble que c'est parce que, le protocole de Kyoto, en fait, a créé une sorte de cadre de négociation, en fait. Et du coup, même si en soi, les objectifs pour lesquels il a été fixé, en fait, sont finis, ça reste quand même une cadre de négociation, mais ça rentre dans des enfin, moi, de ce que j'ai compris, c'est vraiment des distinctions assez, techniques de qui, en fait, va enfin, administrativement parlant, en fait, heu, qui fait les rapports, et comment ça s'agence et sous quel cadre c'est négocié. Mais en fait, à la COP, on voit pas de différence. Enfin, quand tu rentres dans une salle de négociation, tu sais pas vraiment si c'est, sous, les accords de Paris ou sous le protocole de Kyoto. Mais ça, c'est vraiment une question sur laquelle il faut que je m'informe parce que je n'ai pas cette nuance-là. Mais à poser, je poserai, Si vous avez des questions, vous pourrez soit les poser lorsqu'il y aura l'intervenante qui sera là pour la LCOIS, soit nous, les notes, les questions, on pourra aussi y répondre ouais, clairement. le jour J Si et voilà. si vous voulez nous envoyer un mail aussi, en précisant: «Ah, j'avais une question sur l'atténuation», moi comme ça je demande à des gens, qui s'y connaissent, sûrement mieux que moi, et je pourrais vous répondre aussi par mail. Au mail de la LCOI du coup, vous pouvez envoyer. Ouais. Mais sinon, pendant les jours J aussi, on aura, Oui, voilà, aussi. les deux elles sont possibles. Mais sinon, hop là, je mets juste. Parfait. Voilà, peut-être qu'on répondra pas à toutes les questions s'il y en a 200 avant la LCOI de préparation, mais voilà. Prenez vos questions, envoyez-les si vous voulez, sinon attendez le week-end et puis on
on répondra, on répondra. Voilà. Alors, si c'est bon pour vous, on va passer à la dernière partie. Donc maintenant, quel levier d'action? Alors, le but, c'est pas de dire qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Et le meilleur chemin, la meilleure manière de faire. Nous, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu ce qui est présent dans les rapports du GIEC et aussi les grandes lignes, les grands débats. Et ce sera après à vous de vous faire vos opinions, vos idées et de compléter en fait ces connaissances avec la LCOI et la conférence table ronde qu'il y aura avec une spécialiste de l'IDRI et des questions d'atténuation. Et ensuite d'en discuter entre vous, jeunes, pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de porter, qu'est-ce qui vous semble plus important au regard de ces connaissances que vous avez acquises. Donc ça tombe bien, il y a un rapport. Donc le groupe 3 il travaille sur l'atténuation au changement climatique. Donc j'ai essayé de repérer voilà, des phrases, des idées importantes du rapport que je vais vous dire jusque-là, voilà, juste ici. Donc désolé, c'est un peu barbare de dire comme ça, mais vraiment, un rapport du GIEC, c'est barbare de base. Enfin, désolé de le dire comme ça, c'est un peu dur à lire. Donc là, j'essaie de reprendre quelques points et après, on va essayer de discuter un peu des débats autour de l'atténuation. Donc d'abord, alors il n'y a pas tout, mais il y a voilà, certaines choses générales qui me semblaient importantes de dire. Donc il faut savoir, c'est que depuis quelques années, les gains en intensité carbone, c'est-à-dire enfin, les émissions qu'on émet, enfin les émissions de gaz à effet de serre par quantité d'énergie produite ou consommée, même si elle a été diminuée durant ces dernières années, en fait, elle a été contrebalancée par un niveau de global d'activité qui était beaucoup plus important, quoi, dans tous les secteurs, dans l'industrie, dans la production d'énergie, le transport, l'agriculture et les bâtiments. Ça, c'est le premier point, enfin, un des points. Un autre point, alors juste si Chloé, t'arrivais à enlever ton micro, ce serait top. Merci beaucoup. Un deuxième point, c'est que les contributions régionales elles varient beaucoup entre elles et qui représentent aussi le niveau de développement. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les 10% des plus hauts revenus, ils contribuent de manière hyper importante aux émissions de gaz à effet de serre. C'est estimé par le GIEC entre 34 et 50 et 45%. Ça avait été estimé par Oxfam il y a quelques années, si on parle que du CO2, à peu près 50%. Et l'ordre de grandeur qui est soulevé aussi par rapport à ça, c'est que donc les 10% les plus riches, on va dire ça comme ça, émettent à peu près 40%, 50% des émissions de gaz à effet de serre et que finalement, les 50% les plus pauvres émettent à peu près autour de 10%, voire même moins des fois, selon les analyses, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment important et c'est soulevé dans ce rapport. Ensuite, donc quelque chose par rapport au pic d'émissions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, après la sortie des rapports du GIEC, tout le monde a dit il reste 3 ans. Il reste 3 ans, sinon c'est foutu, etc. En fait, d'où il sort ces 3 ans? C'est qu'en fait, en 2022, il y a eu les rapports du groupe 2, groupe 3 qui sont sortis. Et en fait, dans ce rapport, il est dit que pour limiter le réchauffement à 1,5 et par conséquent 2 degrés, en fait, il faudrait que le pic des émissions des gaz à effet de serre soit entre 2020 et 2025. 2020 parce qu'ils ont travaillé sur les données avant 2020. Donc avant 2025. Donc ça veut dire qu'il restait 3 ans et qu'il reste un an pour qu'on passe le pic d'émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Faute de quoi, ben, les scénarios qui nous proposent des pics après ne permettent pas, enfin, n'ont pas modélisé en fait un réchauffement qui s'établirait en dessous d'1,5 degré. Donc il vient de là, il nous reste 3 ans en fait. Euh, Ensuite, d'autres conclusions, et après je vais finir là-dessus, sur, ben, en fait, dans tous les cas, si on veut atteindre les 1,5 ou 2 degrés, enfin, limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés, ça implique vraiment une mission rapide, profonde et dans tous les secteurs, et immédiate dans tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient, des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut avoir en tête. Avant, Léa vous a montré les graphiques. Pour 1,5 ou 2 degrés, c'est vraiment des pentes très très fortes qu'il faut en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
Ensuite, il est soulevé que, en fait, l'action climatique, accélérée et équitable, en fait, elle est essentielle pour répondre à tous les objectifs de développement durable et voilà, aux enjeux de durabilité, de vulnérabilité et de risque climatique. Et que tout ça, c'est lié et que, en fait, il faut pas s'en détacher, quoi, que ça va ensemble. Et ensuite, bah, c'était les dernières grandes phrases, enfin, on va dire résumées, que j'ai reprises. Et ensuite, il y a des choses par secteur, il y a des choses qui se focalisent un peu plus sur les technologies, sur les possibilités, le coût. Mais j'ai préféré ne pas les mettre trop dans le détail ici parce que ce serait trop long, il faudrait beaucoup plus de temps, plus d'expertise. Donc, je vais vous présenter deux graphiques qui sont représentatives un peu des grilles de lecture qu'on peut faire sur les solutions à l'atténuation. Donc, une première que vous voyez peut-être pas très bien, mais je vais essayer de la détailler, de la regarder avec vous. C'est le potentiel de réduction de gaz à effet de serre pour chacune des actions ou technologies, activités dans l'atténuation. Donc, ce qui est à droite, c'est la continuité de ce qui est à gauche. Voilà, c'est pour juste d'autres secteurs, etc. Donc, ici, on voit le potentiel, la contribution potentielle à l'objectif de net zéro, donc c'est-à-dire de zéro émission nette euh, de gaz à effet de serre. Là, par exemple, pour la production d'énergie, c'est ben, le solaire, voilà, l'éolien, la réduction de méthane, la bioélectricité, là, il y a le nucléaire, etc. Et donc, il y a ça pour tous les secteurs d'activité. Là, c'est l'utilisation des terres. Là, c'est les infrastructures. Là, il y a quelque chose sur la santé. Et là, il y a quelque chose sur l'économie, la société. Et donc, voilà, c'est une grille de lecture que le GIEC fait. Et là, vous voyez les potentiels pour l'atteinte de 1,5 degré et les synergies avec l'atténuation pour toutes les questions d'adaptation. Pardon. Là, c'est l'atténuation et là, c'est vraiment l'adaptation et les synergies avec l'atténuation. Désolé, je me suis un peu emmêlé. Autre chose qui est dit dans ce rapport, c'est qu'il y a un potentiel assez important de la gestion de la demande énergétique et pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, ici, on a un graphique qui illustre en fait aussi des potentiels de réduction d'émissions euh, en gérant la demande, c'est-à-dire consommer moins, du coup produire moins d'énergie, consommer moins de biens qui nécessitent euh, de faire tourner des machines, d'utiliser voilà, euh, des engrais, voilà, tout genre de choses. Donc ça, c'est une première grille d'analyse, les potentiels. Ensuite, on a les objectifs par secteur aussi, au regard des objectifs de développement durable. Et donc là, on peut voir que pour chaque ben, voilà, option d'atténuation, on peut avoir des synergies positives, négatives, ou les deux, neutres, avec un point. Euh, pour les objectifs de développement durable que vous devez connaître, voilà, il y en a 17. Donc ça peut aussi donner une grille de lecture si vous voulez savoir un peu voilà, l'état de la science à ce sujet euh, et pas que au regard des objectifs climatiques. Donc voilà, j'ai sélectionné ces deux choses qui se retrouvent dans le résumé technique du rapport du GIEC et qui permet en fait d'avoir un avis sur les options de manière hyper générale, globale. Après, il faut décortiquer pour connaître un peu plus les actions. En tout cas, ça va permettre de donner une idée. Et maintenant, une fois qu'on a vu ça, voilà, il y a juste deux, trois petites thématiques, liens qu'on a mis en avant pour vous inviter à creuser les réflexions à ce sujet et vous faire votre idée là-dessus. Bon, bah, il y a toujours ce débat, en plus en France, énergie renouvelable vs nucléaire. On n'est pas là pour trancher ou pour dire quoi que ce soit. C'est vrai qu'on a des positions au COP de la France notamment et d'autres qui est une accélération aussi du nucléaire pour limiter le réchauffement de gaz à effet de serre, enfin, le réchauffement climatique comme solution bas carbone. Donc les débats autour de ça, c'est les émissions, la centralisation de l'énergie, la sûreté, les coûts, la variabilité de certaines énergies renouvelables, la stabilité des réseaux électriques, l'accessibilité pour les pays, en se demandant est-ce que tout le monde peut faire du nucléaire,
et les liens entre nucléaire militaire et civil. Voilà, il y a d'autres débats. C'est juste pour essayer de soulever un peu les points qui... et pour comprendre un peu où ça fait débat aussi, quoi. Au débat, solution basée sur la nature, vs... ah, il y a des questions, pardon. Oui, pardon, entre l'atténuation et l'adaptation. L'adaptation, donc il y a une formation demain, c'est toutes les mesures qui permettent en fait de réduire un peu, je pense la définition c'est ça, la vulnérabilité ou en tout cas le risque climatique après sur les populations et sur les sociétés. Euh, donc, par exemple, une solution d'adaptation, ça pourrait être en ville, avoir plus d'espaces verts pour avoir des vagues de chaleur moins intenses. Voilà, ce genre de choses, c'est de l'adaptation. On parle aussi de maladaptation quand on estime qu'elle est mal faite et qu'elle va à l'encontre, sur le plus ou moins long terme, de ses objectifs de bien-être, en fait. Et l'atténuation, c'est vraiment la réduction des émissions, c'est vraiment la cause. La cause, c'est l'atténuation, euh, et l'adaptation, c'est après, une fois qu'on a l'aléa, le risque et notre vulnérabilité, ben, qu'est-ce qu'on fait pour en fait, baisser ce risque, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair pour Mounia. Alors, le pic, c'est les... Non, alors, pardon. Ouais, le pic, c'est... Je vais revenir dessus, désolé, avant de passer. Euh, Voilà. Donc, aujourd'hui, on dit qu'on est à 1,2 degré. On n'est pas juste à 1,2 degré sur l'année. En fait, c'est une moyenne sur les dernières décennies par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, en fait, le pic, c'est le pic par rapport à une décennie. Je ne sais plus si on prend une, 2 décennies pour calculer une moyenne. Et du coup, chaque année, on est en moyenne à une certaine température par rapport aux années précédentes. Parce que oui, cette année, par exemple, on a déjà dépassé 1,5 degré, mais c'est vraiment la moyenne sur plusieurs années en prenant en compte l'année finale. Et du coup, ça fait que s'augmenter. Donc, parce que toutes les années, il fait un peu plus chaud ou ça varie, puis globalement, il fait plus chaud. Donc, cette moyenne, elle augmente. Donc, le pic, c'est que cette moyenne, elle cesse d'augmenter avant 2025. Est-ce que c'est plus clair pour Titouan? Du coup, c'est pas un pic d'émission, c'est un pic de température. Alors, les deux vont ensemble? Non, pardon. Tu as raison. Là, je parlais de la température. Non, non, c'est le pic d'émission avant 2025 pour vraiment stabiliser la température. Après, normalement, euh, alors, tant qu'on n'est pas à net zéro, la température va continuer d'augmenter. Ça, c'est sûr parce que ben voilà, le CO2, ça reste des dizaines de milliers d'années dans l'atmosphère avant d'être vraiment, vraiment de nouveau réabsorbé dans tous les cycles. Non, mais là, on parle bien du pic d'émission avant 2025 pour respecter les 1,5 degrés de température. Désolé, je me suis un peu Ça veut dire que emmêlé les d'ici, pinceaux. ça veut dire que d'ici 2025, il faut qu'on atteigne le net zéro si on veut rester sous les 1,5, c'est ça? Non, il faut qu'on ait le pic des émissions. Le net zéro, c'est redescendre à un niveau tellement bas que les Ah puits de oui, ok, carbone d'accord. compensent ces émissions. Ok, ok, je Le comprends. puits de carbone, c'est forêt, océan. Et après, solution technologique à voir dans quelle proportion, mais c'est vraiment ça. Mais Voilà. parce que on avait vu pas mal de slides avant que au rythme actuel d'émissions de carbone, le budget des 1,5 degrés serait dépassé en 2032. Donc, Ouais. parce Donc, que 2025, c'est dans un an, 2032, c'est dans 8 ans. Donc, c'est pas ouais, une mais courbe de l'an 2. c'est une différence entre pic des émissions et budget carbone. Budget carbone, c'est vraiment sur le temps long. Là, le pic, c'est vraiment les modèles, quand on fait des scénarios, tous les modèles qui existent, ils ne montrent pas des scénarios de 1,5 degré plausibles si on n'atteint pas ce pic des émissions avant 2025. C'est ça que ça veut dire. Ok, ok, d'accord, je comprends. Ça marche, merci beaucoup. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Donc, sur les débats, ça, on en a parlé. Solution basée sur la nature vs solution technologique, ben, ça tombe bien, on parlait d'atténuation aussi à ce sujet-là. Puits de carbone, donc aujourd'hui, quand on émet des gaz à effet de serre, à peu près la moitié reste dans l'atmosphère. Après, il y a à peu près 25-30% qui est dans les océans et à peu près 25%, un peu moins, dans les forêts, sols, etc.
On a aussi là les zones humides qui contribuent, mais c'est inclus dans forêt et autres. Euh, avec l'océan qui absorbe une grande partie de l'énergie, pas des émissions, mais de l'énergie. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des solutions aussi de capture et captage de carbone, les CCS, qui permettent, il y en a des différentes technologies de capturer ou de récupérer le carbone, que ce soit en sortie d'industrie ou même dans l'air, et ensuite de le stocker quelque part, souvent dans des couches géologiques stables, euh, pour justement absorber ce surplus. Et donc, quand on parle de net zéro, c'est difficile de réduire à 0,000 toutes les émissions. Donc, après, il faut compter sur les puits de carbone ou des solutions technologiques. La question, c'est toujours de savoir à quelle place on veut que la technologie, enfin, quelle, quelle importance on veut que dans quelle mesure on veut que la technologie prenne sa part là-dedans et quel est l'état des forêts et de l'océan et des sols et des zones humides pour faire pour ça, quoi. Euh, Dans les scénarios que je vois, il y a souvent les deux qui sont en termes de puits de carbone et de solutions de stockage de carbone. La question, c'est à quel point on va investir de l'argent plutôt pour limiter les émissions, pour que les forêts restent encore à peu près OK pour absorber et en tout cas d'être des réservoirs de biodiversité. Ou est-ce qu'on veut parier sur des technologies qui sont pour une partie pas matures, pas à grande échelle, pas pour tous les pays. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. Voilà, c'est un autre débat. Alors, question. Non, j'ai pas d'ordre de grandeur. Je vais le noter dans les scénarios futurs. Je suis pas sûr qu'il y ait. Et alors, il y a des scénarios faits par l'Agence internationale de l'énergie, mais il y a pas un scénario guide pour la planète entière pour dire il faudrait tant de CSC, tant de puits de carbone. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel point nos forêts, nos océans peuvent capter des gaz à effet de serre et, et les stocker. Euh, pour après se dire à quel point il faut encore plus baisser les émissions de telle ou telle chose, telle ou telle industrie, même si c'est difficile, etc. Euh, et du coup, dans quelle mesure on fait appel aux solutions de captage et capture de carbone. J'espère que ça répond à ta question, Paul. Enfin, donc, ça répond pas parce que je n'ai pas les ordres de grandeur, pardon. Mais dans les scénarios nationaux, vous avez toujours une part qui est associée à voilà, capture, stockage. Et par exemple, dans l'ADEME, ils ont fait 4 scénarios pour 2050. Et il y en a dans lesquels il y a plus le pari sur la technologie que d'autres. Donc, ouais, ça pose un peu la question de vers où on veut aller. Voilà, si jamais. Et ensuite, d'autres débats, efficacité vs sobriété. Donc voilà, le GIEC a donné une définition de la sobriété en anglais sufficiency, donc plus traduit directement sous le terme de suffisance, mais on va dire sobriété. Et on peut toujours poser la question efficacité vs sobriété, comme technologie vs aussi solution fondée sur la nature. Voilà, divers exemples, je vais pas détailler. C'est des débats aussi. Là, c'est Negawatt dans le scénario qui mise sur sobriété, efficacité et renouvelable pour ses lignes directrices, quoi. Après, il y a deux débats. C'est à vous de les trouver. Après, dans toutes les choses, on a mis VS, mais ça, c'est un truc plus perso. Mais après, il faut se poser la question des synergies ensemble et dans quelle mesure. Tout n'est pas opposable. Voilà, il y a des choses, faut regarder après au cas par cas. Mais il faut juste se poser les questions des ordres de grandeur et des proportions. Et il y a plein d'autres débats autour de l'atténuation. Les rapports du GIEC, quand vous les regardez vraiment dans le détail, ils ont certainement les réponses à ce sujet où en est la science, au niveau de la maturité des technologies, etc. Des paris qu'on peut faire avec des niveaux de confiance. Mais vraiment, là, c'est une invitation à vous, vous faire vos idées pour savoir qu'est-ce que vous voulez porter à l'échelle.
international aussi comme grand enjeu? Qu'est-ce qui est plus important en fait pour vous au regard des connaissances, quoi? Euh, voilà. Et du coup, ouais, pour Léa pour la dernière partie. Sauf s'il y a des questions, j'ai regardé dans le chat. Ok, bah merci Titouan. T'as ton micro coupé, Léa. Oui, tu as raison. Donc après ça, on peut se dire, enfin, ça peut souvent paraître un peu déprimant de se dire, ouais, il y a des objectifs à atteindre qui sont énormes, il y a beaucoup, enfin, il y a des enjeux et il y a beaucoup de possibilités différentes. Donc on peut se poser la question de nous, notre place en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation? Est-ce qu'on a un impact, un poids ou pas? Tu peux passer à la slide d'après. Donc, on peut diviser un peu les acteurs de changement en trois groupes. Il y a les politiques, les entreprises, mais il y a aussi les citoyens. Et donc, en tant que jeune, on peut appartenir à une ou plusieurs de ces classes-là. Donc, on appartient aux citoyens, mais aussi à travers notre métier, on peut faire partie d'entreprises ou de politiques. Et donc, on a vraiment un pouvoir d'action, mais ce qu'il faut, c'est justement se mettre à l'action. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Tu peux passer. Bah, en tant que jeune, ça peut être se former, se rassembler pour pouvoir monter des actions en commun. Donc, d'un point de vue des négociations internationales, les jeunes ont toute leur place dans les négociations internationales. Il y a, enfin, la société civile peut participer aux COP et aux intersessions des COP. Certes, ils ne négocient pas, mais on a quand même un pouvoir d'action par le dialogue avec les négociateurs et les négociatrices, par la sensibilisation des autres membres de la société civile. Et donc, notre voix, c'est pas, parfois la scène internationale elle paraît très inaccessible, mais en réalité, c'est possible de s'y engager, et même si ça paraît être une échelle qui nous est très éloignée, on peut en fait quand même porter notre opinion, et c'est d'ailleurs tout l'ambition qu'on a un peu avec la LCOI, de rédiger un plaidoyer qui soit représentatif de la vie de la jeunesse pour que cet avis soit exprimé au sein de sphères politiques qui paraissent parfois éloignées. Donc, ça, c'est une manière de le faire. Il y en a plein d'autres dans votre quotidien que vous pouvez trouver aussi pour donner du sens à ce que vous faites, que ce soit dans votre métier ou dans l'échange avec d'autres personnes, etc. Donc, on peut faire des choses. C'est important, ne te déprimez pas. Tu peux passer à la slide d'après. Et du coup, en ce qui concerne la Hellcoy, on se retrouve du coup le week-end prochain pour ceux qui peuvent. Et le parcours atténuation, du coup, la Hellcoy, elle est divisée en 5 parcours. Et donc, si vous voulez continuer sur cette thématique d'atténuation et d'adaptation, vous pouvez suivre tout le parcours atténuation-adaptation qui est en bleu, donc sur ce schéma, qui est aussi retrouvable sur les horaires, etc. sont retrouvables sur le compte Instagram de la Hellcoy. Et donc, on sera ravis avec Florian. Je parle en ton nom, mais je pense que je me trompe pas en disant qu'on sera ravis de vous voir là-bas. Et donc, tu peux passer à la slide après. Ouais, Excusez-moi, et juste, est-ce qu'on aura le PowerPoint de la formation en fait? je pense qu'on Euh, le mettra à disposition. Ce sera peut-être pas tout de suite, il y aura un délai de quelques jours. On essaiera de faire, de mettre à disposition le PowerPoint et puis une petite fiche récap avec les quelques liens, quelques ordres de grandeur qu'on essaiera d'imprimer, mais en petite quantité pour la LCOI. Voilà, donc D'accord. le but, c'est que vous veniez former pour qu'après, vous puissiez poser des questions à l'intervenante qui est Lola Valeggio, qui est conseillère spéciale climat au sein de l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales, et qui est coprésidente depuis mars 2023 du programme sur l'atténuation de Sharm el-Sheikh sous l'égide de la CNUC. Donc, elle sera hyper spécialiste. Et donc, si vous venez quand vous viendrez à la COP, j'espère que vous allez toutes et tous venir, eh ben, vous pourrez vraiment approfondir ce qu'on vous a dit là pour vraiment lui poser la question, ouais, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce qui est important, quoi? mm, C'est quoi les choses un peu clivantes, les choses qui sont pas assez abordées, pour lesquelles ben, les jeunes, ils peuvent porter leur voix
et ou alors juste des enjeux de la jeunesse. Voilà, ce Mm. sera à vous de décider ce que vous voulez faire avec ces connaissances. Voilà. Mm. Mais oui, ce sera à la disposition. Il faudra juste suivre le fil Instagram. Ah, Euh, ok. on mettra tout sur le Linktree. Donc voilà, on reviendra peut-être pas vers vous individuellement par mail, mais peut-être qu'on mettra à disposition d'une manière un peu plus générale, quoi. Voilà. Autre Et pour... question? Ouais, Ah, c'est bon, Céline. Ouais, ouais. Céline qui demandait si c'est recommandé de suivre qu'un seul parcours. Donc Gaëtan a répondu. Je suis assez d'accord avec lui. C'est recommandé parce qu'il y a une cohérence qui est créée tout au long de chaque parcours. Mais après, enfin, par exemple, la biodiversité enfin, n'est que le samedi. Donc le dimanche, bien évidemment, vous pouvez rejoindre un autre parcours. Mais comme le concept, c'est d'écrire un plaidoyer, en tout cas, il faut au moins être présent sur une journée et rester cohérent sur le parcours. Je pense que c'est ce qui est le plus enrichissant pour vous. Et puis, enfin voilà, pour avoir vraiment enfin, suivre la cohérence de ce à quoi on a pensé. Mais si vous voulez suivre biodiversité, par exemple, le samedi, et Et genre le dimanche. le dimanche, c'est deux thématiques différentes, mais ça peut fonctionner. Ou Voilà. même faire biodiversité le samedi et adaptation le dimanche. Les formations sont quand même normalement accessibles à tout niveau de connaissances. Ouais, simplement, il y a biodiversité aussi le dimanche, hein, c'est juste qu'il n'est pas Ah là. ouais? Normalement, Ah, il il est n'est pas là. apparu? Du coup, non, Ok, je biodiversité, il est pensais qu'il y aussi avait le que le samedi, du dimanche coup. et le samedi, là, il y a aussi un festival avec Oblique qui va être super cool à voir. Donc voilà, normalement. Euh, Ah oui, oui, c'est moi qui ai fait complètement des bêtises en copiant le truc. non, Il y non, a mais biodiversité, ouais, le... Attends, je peux le rajouter là. non, non, mais il y a biodiversité là, et il y a un festival ici en plus, mais de toute façon, le programme, on a mis à jour l'affiche normalement sur Instagram. Mm. Voilà, voilà. Euh, donc, ouais, vas-y. Oh, non, et bien du coup, si vous voulez continuer à vous former aussi, même si c'est pas le parcours que vous suivrez à la Elcoy le week-end prochain, vous pouvez bien évidemment aller suivre les formations en ligne de demain, donc sur l'adaptation et la finance, qui seront aussi très intéressantes. Ouais. Et pour genre, il n'y a pas une formation officielle, mais il y a une rediffusion. Enfin, on vous laisse la possibilité de regarder le Jack Talk qui est disponible sur YouTube. Donc, voilà, une discussion entre des Jacks sur les thématiques de genre et climat, avec une présentation. Mm. Normalement, c'est sur le Linktree. Et du coup, normalement aussi, Ophélie, demain, elle fait sa formation si elle se sent mieux sur Ah la oui, parce biodiv. elle a pas fait aujourd'hui. Ok, ok, ok. Ouais. Bah oui, donc la formation biodiversité sera demain, est décalée à demain. Ouais, ok, très bien. Voilà, juste dernière chose, après on vous laisse tranquille. Ah, il y a des questions. Sur YouTube, Euh, Ouais, je vais renvoyer le lien juste après. Mais les sujets peu abordés aujourd'hui, alors la neutralité carbone, on l'a un peu abordé, mais pas avec des graphiques. Donc si c'est un peu compliqué, on peut vous renvoyer des liens ou juste vous pouvez aller voir ce que ça, voilà, à quel concept ça fait référence, la neutralité carbone dans le détail, avec ces histoires de puits de carbone, diverses solutions, des émissions non énergétiques aussi, comment on fait. La question des quotas carbone qu'on n'a pas abordé, qui sont abordés dans les négos internationales, mais pas que, aussi des fois enfin, entre pays, tout simplement. L'effet rebond, on a parlé de sobriété, d'efficacité. C'est vrai il y a beaucoup de choses de débats ou de questions que vous aurez peut-être eues sur voilà, les voitures électriques, les modes de vie, l'échelle individuelle. On l'a pas, on n'a pas parlé aujourd'hui. Par contre, voilà, il y a plein de choses qui existent pour connaître son impact, pour savoir quelle gestion on peut faire à l'échelle individuelle. Et quand je vais parler d'effet rebond, c'est l'effet de on utilise une technologie ou on fait une action qui est censée réduire l'impact. Finalement, du coup, on l'utilise plus et finalement, l'impact est pareil ou amplifié. Exemple, j'utilise une voiture qui est 2 fois plus performante, qui met 2 fois moins de gaz à effet de serre, mais je pars 3 fois plus avec la voiture. Donc l'effet rebond annule, en fait, inhibe l'action, l'objectif de l'action. La finance climat,
euh, qui approfondit certainement dans le parcours finance et qu'on vous invite à aller au moins checker les sources pour avoir un peu aussi des idées sur l'atténuation et la finance en général. L'action des jeunes, on n'a pas parlé de toutes les actions des jeunes, de ce que vous pouvez faire. C'est vrai que là, l'objectif de l'école, c'est plus de porter le plaidoyer sur les propositions de la jeunesse pour la négociation internationale. Donc, c'est un peu dans une haute réflexion qu'on peut avoir vraiment la place des jeunes. Mais voilà, alors nous, on essaie de la porter à l'échelle nationale et internationale avec cet ELCOI. Et donc, les actions collectives, individuelles et politiques, Léa en a parlé déjà. C'est le truc de voilà, tout le monde veut se renvoyer la balle, on peut faire ça ensemble aussi, et que chacun et chacune de ces acteurs ont leur part de responsabilité puis de solution, quoi. Alors, donc voici un peu les sujets peu abordés et puis les grands messages. Et je sais pas si vous avez des questions. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, ben, alors, bon, merci beaucoup d'être venu à la formation. Ça nous a fait, je pense, très plaisir avec Léa. Oui. Je vais mettre juste le lien YouTube puis voilà. Je sais pas si Léa, tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et bah, de toute manière, c'est plein de sujets qu'on pourra réaborder et dont on pourra rediscuter le week-end prochain si on se voit sur Paris. Et voilà. J'espère que ça vous a été utile et, et que c'était assez Bien clair. sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous aussi, hein. De rien. Oui, je sais pas si la rediffusion était, si c'était une question sur vis-à-vis de. Ah non, on la retrouve sur YouTube, c'était le talk, tu penses? Ouais, je Ok. le mets. Ouais, je le mets là, je le mets même en bas. Euh, Hop là, pour le Jack Talk, genre et climat. Voilà, vous En pouvez fait, aller vous voir. l'avez envoyé où, le lien? Sur, Dans le chat. sur le chat, normalement, c'est aussi sur le Linktree de Instagram à vérifier. Voilà. Si jamais les thématiques genre et climat vous intéressent, vous pouvez aller voir cette discussion entre des gens de l'association il y a quelques années. Le Linktree, du D'accord. coup, il est retrouvable dans la bio de la Lcoin. Instagram, ouais, Ouais, ouais. Instagram. Euh, donc, pour avoir les liens de tous les supports importants. Ah, ok. Bah, merci, merci, merci beaucoup. Merci à En vous. espérant qu'on se verra le week-end prochain. Oui, avec plaisir. Ouais, merci à vous. Et puis on se voit la semaine prochaine, hein. Ouais, Merci. Au revoir. merci, Au salut. revoir.